Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais commencer par une petite introduction qui sera un petit peu basée sur des courbes, donc je m'en excuse par avance. Mais, c'est toujours plus facile de comprendre quand on voit un petit peu les tracés. Et pour ma part, donc, je remercie d'abord Agisson et nos hôtes de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de partager avec vous quelques réflexions. Alors, on pose souvent des questions aux chercheurs et le chercheur répond par d'autres questions, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas toutes les réponses aujourd'hui. Moi, je vais surtout parler des sons de très basse fréquence qui sont l'une des facettes de votre problématique, parce que ces sons sont de plus en plus présents dans les musiques amplifiées par le fait que les outils de diffusion sont de plus en plus performants dans ce domaine. Donc on a évidemment la possibilité d'exploiter des sources de très haute qualité, très linéaires, mais qui descendent sur des fréquences autrefois considérées comme inaudibles. Alors, est-ce qu'il y a des dangers particuliers pour la santé auditive ? C'est quand même une question qu'on devrait se poser. Et est-ce qu'il y a des dangers pour la qualité d'écoute ? Ce qui est peut-être, à mon avis, la façon la plus raisonnable de poser la question. Alors, c'est quoi les basses fréquences ? Ça ne veut rien dire, ça dépend de l'espèce. Pour une souris, les basses fréquences, c'est 4000 Hz. Donc, pour les mammifères plus gros, l'être humain, les basses fréquences, c'est ce qu'il y a dans cette partie. On a coutume d'arrêter les courbes décrivant l'audition humaine vers 20 Hz. C'est une tradition qui remonte à Marin-Mersenne dans les années 1600 et quelques. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'outils très fins pour étudier ça. Et donc, on dit 20 000 Hz. Sachant que du côté des hautes fréquences, on est plutôt musicalement dans les 4000 à 8000 Hz. Bref, et ces courbes représentent la sensibilité de l'oreille humaine normale avec l'idée que 0 décibel à 1000 Hz, c'est le seuil auditif moyen normal, et d'autres fréquences donnent des seuils auditifs différents. Donc l'oreille humaine n'est pas sensible à toutes les fréquences de la même façon. Et vous voyez très clairement que les basses fréquences donnent des seuils auditifs plus élevés, donc on en conclut, l'oreille humaine est beaucoup moins sensible aux basses fréquences, et d'ailleurs aux hautes fréquences, qu'aux médiums. Et donc ça, c'est des courbes dites isosensations, la première approche scientifique en fait de l'audition humaine par le célèbre Harvey Fletcher dans les années 1920, 1930. Et donc, on s'est dit, puisque l'oreille humaine est peu sensible aux basses fréquences, quand on va faire des mesures acoustiques, on va pénaliser les basses fréquences. Ce n'est pas la peine de les mesurer, de les prendre en compte dans les appareils de mesure, les sonomètres, puisque l'oreille humaine n'y est pas sensible. Donc, on a appliqué ce qu'on appelle la pondération A, que vous connaissez bien, et sur laquelle se base un certain nombre de normes. Et puis, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais la pondération A, c'est très bien pour les sons de faible niveau, mais on voit très bien que quand on augmente les niveaux, l'oreille humaine devient beaucoup plus sensible aux basses fréquences. Donc, on a inventé la pondération C. Donc, entre-temps, B, évidemment, mais qui n'a pas pris. Et la pondération C permet de pénaliser plus les basses fréquences que les autres. Donc, et le texte du décret d'août 2017 mentionne ces deux pondérations et donne des chiffres différents de normes proposées pour tenir compte de tout ça. Alors là, voilà, en termes anthropomorphiques, les infrasons et les ultrasons sont des deux côtés de la barrière. Et effectivement, pourquoi les chercheurs sont très dépourvus quand on leur pose des questions sur les effets des basses fréquences ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la zone dite conversationnelle dans laquelle la parole est plus ou moins intelligible. Donc si on a des pertes ou des distorsions dans cette zone, qui va grosso modo de 100 Hz à 4000, 100 Hz c'est à peu près le fondamental de la voix d'homme, grosso modo, tout ce qui est en dehors n'intéresse pas les ORL.
Et comme ce sont eux les gros consommateurs d'appareils de mesure, les appareils de mesure sont donc essentiellement faits pour bien marcher dans cette zone-là. Ah, je veux bien, oui, oui. Ça m'évite de bouger. Alors, là, donc voilà, l'intervalle testé en pratique. Et les appareils des ORL testent de 125 à 8000 Hz par pas d'octave ou de demi-octave. Donc quand on a des riverains qui disent « Moi, je suis très gêné par les basses fréquences, il y a une usine, enfin un compresseur frigorifique à côté de chez moi, il y a les concerts en été, ça me gêne. Je dois être hypersensible aux basses fréquences ». On leur répond « Je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'appareil qui permette de le mesurer ». Donc déjà, d'emblée, ça pose un gros problème pour nous tous, aussi bien les partisans que les adversaires des basses fréquences, si on ne sait pas mesurer. Alors, on avait su, à un moment donné, il y avait une tentative qui était d'un nommé Leonid Pimonov, qui était directeur de recherche au CNRS, et qui avait fabriqué une source d'infrasons qui lui permettait de travailler avec des mesures concrètes sur des gens réels qui pouvaient dire j'entends pas, etc. Et je crois, pour l'anecdote, donc le bouquin a été publié en 1976 et ça s'est arrêté là. Et je crois, pour l'anecdote, que la source de Pimonov était tellement... c'était vraiment des très beaux infrasons purs, mais le voisinage n'aimait pas tellement, donc on lui a recommandé d'arrêter ses recherches, d'écrire des bouquins et d'arrêter d'embêter les gens. Mais il avait quand même pondu des courbes qui étaient très intéressantes et qui nous disaient, voilà, en dessous de 20 Hertz, il y a tout un monde qui est parfaitement audible et qui est parfaitement musicalement utilisable, mais qui induit aussi des nuisances. Donc on a une courbe qu'on peut tenter de tracer de notre sensibilité. Alors vous voyez qu'à 1 Hertz, à 120 décibels, on entend à peine. Alors, ce n'est pas vraiment entendre, on sent quelque chose, on détecte. Alors, le problème, voilà, avec quoi? Alors, on a tendance à dire, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout dans ce sens, que ça vibre du côté des poumons, du plexus solaire, etc. Ce n'est pas faux à certains niveaux, mais ça n'explique pas tout. Alors, je ne sais pas comment Pimonov a été jusqu'au bout, mais effet dangereux, on arrive très vite dans les effets dangereux. Effet dangereux, ça veut dire qu'on est malade. Et on sent d'ailleurs, j'ai fait moi-même l'expérience, les organes internes bouger et ça donne au pire la mort, je n'ai pas essayé, et au mieux le mal des transports. Donc, qui est un effet secondaire a priori assez désagréable. Alors, pourquoi tant de négligence par rapport à ces sons? Parce que, en fait, il y a des tentatives d'extrapoler que Pimonov a incité à rechercher, mais les publications qui font ça se comptent sur les doigts d'une main, et encore, il y a beaucoup trop de doigts pour compter les publis, mais j'en ferai une liste que je vous enverrai. Alors pourquoi? Parce que c'est super difficile de produire des sons de très basse fréquence bien calibrés, et surtout sans distorsion qui engendrerait des harmoniques. Alors si vous envoyez du 15 Hz et qu'il y a du 30, du 60, etc., vous ne savez plus ce que vous mesurez. Par contre, la production des sons de très basse fréquence date de la fabrication des grandes orgues avec c'est les bombardes de 32 pieds, je crois. Donc il faut avoir la place dans son église d'installer 32 pieds, ça fait 10 mètres. Mais voilà, ça produit des sons relativement propres et qui sont utilisés depuis l'existence des organistes pour des effets, notamment dans les églises avec des résonances. Bon, l'être humain aime bien les basses fréquences. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup dans les enregistrements? Ben oui, ça, voilà un enregistrement avec lequel on a travaillé avec Christian. Il est surcompressé par ailleurs, et on voit les bandes de fréquences. On descend jusqu'à 16 Hz, il n'y a pas grand-chose, mais 31 Hz, il y a énormément de puissance. Tout ce qui est jaune, c'est au-dessus de 100 décibels quand même, hein, donc ça cartonne un peu. Alors pourquoi y a-t-il une répartition spectrale uniforme alors que d'habitude, on s'intéresse surtout à ce qui est au-dessus de 125 Hz? Ben, c'est parce qu'il se passe des choses dans notre organisme qui font que les auditeurs aiment bien. Alors la diapo suivante vous montre que grâce à ces sources de puissance et de qualité, on a pu tenter
de tester quelques personnes, hein, ça porte sur quelques individus qui se sont portés volontaires, et on les a testés jusqu'à à peu près 2 Hertz. Et la courbe de sensibilité de l'oreille humaine se prolonge, donc on entend effectivement des infrasons. Techniquement, tout ce qui est dans la partie ici gauche du graphique, eh ben, c'est des infrasons. Donc c'est normal, hein, la biologie est un continuum entre des différentes gammes fréquentielles. Alors, comment ça augmente avec l'intensité? Ben, vous voyez, quand on met 20 décibels de plus à 1000 Hz, c'est 20 décibels de plus. Donc, on dit, d'après les normes psychoacoustiques, que la sensation de force sonore est multipliée par 2 tous les 10 décibels. Donc, plus 20 décibels, elle est multipliée par 4 pour plus 20 décibels. Mais dans les très basses fréquences, ce n'est pas plus 20 décibels qui double la sensation, c'est plus 1 ou plus 2. Donc on devient extrêmement chatouilleux. Entre le plaisir et la douleur, il y a extrêmement peu de marge, et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que certains peuvent avoir un seuil de désagrément beaucoup plus bas que d'autres, mais qui, on ne sait pas. Je vais y revenir, mais voilà. Alors ça, c'est des courbes qui ne sont pas ISO, hein. C'est des extrapolations de quelques courageux qui ont fait la manip. Alors, quantifier la sensation, ce n'est pas que la force sonore, parce que c'est un paramètre parmi des tas d'autres. La qualité sonore, il y a aussi la hauteur, il y a aussi, si on a 2 sons de fréquences proches, est-ce qu'on arrive à les distinguer? C'est quand même le b.a.-ba de la musique, d'arriver à distinguer les différentes parties d'un orchestre, enfin je pense. Les effets masquants, c'est-à-dire c'est pas la peine de... il y a parfois je me rappelle un humoriste qui faisait des cours de musicologie et il s'amusait à composer des sonates en direct pour... alors c'était pour cornemuse et luth, par exemple. Alors dès que la cornemuse attaque, le luth peut s'arrêter, ranger son matériel et partir, parce qu'on ne l'entend plus. C'est l'effet de masquage. Alors le masquage est catastrophique puisqu'il enlève du champ d'audibilité tout ce qui n'est pas dans les bonnes fréquences. Et on peut alors se poser la question d'une trahison de toute la partition qui est amputée. C'est ça un énorme problème. Alors, en contrepartie, je pense que c'est une contrepartie, il y a des effets extra-auditifs et l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibre se touchent, ils communiquent, c'est en fait le même organe ancestralement. Et quand on reçoit des sons de basse fréquence forts, la partie de notre oreille interne qui code l'équilibre bouge. Elle reçoit, elle est parfaitement adaptée à la transcription, la transduction de ces fréquences. Donc, qu'est-ce qui se passe quand des très basses fréquences arrivent au vestibule? On a l'impression fausse qu'on bouge, et on bouge en cadence, et ça nous fait danser. Jusqu'à un certain niveau, dépendant de l'individu, qui fait qu'on a le mal des transports. Et là, il y a un juste milieu à trouver. Donc, les deux versants positifs et négatifs existent. Et puis, il y a bien sûr le vibrotactile, qui est extrêmement important. Et je travaillais quelques années dans un institut de sourds, et il y avait une demande très forte des élèves pour qu'on mette des vibrateurs sous les scènes de la salle de spectacle, pour qu'ils puissent danser exactement en cadence avec les sons que seuls certains d'entre eux pouvaient percevoir. C'est très intéressant. Alors voilà. Alors, une publication 2011 avec Brian Moore comme mentor nous donne des courbes dites de filtres auditifs, c'est-à-dire quelle est la précision de l'analyse des fréquences dans les champs qui vont de, j'arrive pas à lire là, c'est 50 Hz, 40 Hz, 31 Hz. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie un son test et un son masquant, et on essaie de voir quand est-ce que l'un empêche l'audition de l'autre. Et ça permet de voir des courbes. Elles ont été tracées chez 4 sujets. Et je crois savoir qu'il y a probablement les 3 auteurs et quelqu'un d'autre qui passait par là. Donc c'est extrêmement pauvre, mais on a une idée que c'est une espèce de courbe en U. Alors, elle est très large, donc la qualité de précision de l'analyse des sons dans les basses fréquences est très mauvaise.
on est très peu musicaux dans ce domaine. Et si on regarde, par contre, ce qui se passe dans les hautes fréquences, on a une courbe magnifiquement pointue qui nous dit qu'au sein d'un orchestre, on peut parfaitement sélectionner la partition de la clarinette, celle de la flûte, celle du hautbois, etc. Même les malentendants ont des courbes encore relativement préservées et peuvent parfaitement bien profiter de la musique. Il ne faut pas oublier que 5 millions de Français sont malentendants et ils font partie de notre environnement proche. Alors, donc pour étudier vraiment sérieusement la problématique de la qualité sonore à basse fréquence, on a été finalement incité, mes collègues et moi, dans le monde de l'acoustique en France, à s'attaquer vraiment au problème, mais ça ne fait que commencer. Donc je suis un petit peu en manque de réponses, mais on a posé des questions, parce que le prétexte est parti des riverains de champs d'éoliennes qui se plaignent et ont constaté que les éoliennes à courte distance, et courte distance ça veut dire moins d'1 kilomètre, ça fait quand même une distance assez respectable, certains riverains entendent les très basses fréquences dues aux pales qui tournent, mais pourtant très lentement, c'est quelques hertz. Alors, ils ne se sentent pas bien, ils ont le mal des transports en permanence, et la question qui nous a été posée, c'est est-ce mesurable et pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Donc, les problématiques de l'énergétique dite renouvelable et les vôtres se rejoignent totalement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé, c'est pas tout à fait fini parce que je voulais insister un peu. On a d'abord formé un groupe d'études. Alors, on s'est retrouvé à 7 ou 8 ou 10 qui ne nous connaissions pas au début. Il y avait des épidémiologistes, il y avait donc de l'UMREST, il y avait le LMA de Marseille, c'est les descendants de Léonid Pimonov. Ils ont repris dans un nouveau local l'étude des basses fréquences, mais le nouveau local vient d'être achevé, donc il n'est pas encore opérationnel tout à fait. Nous, c'était la partie sanitaire, et puis modéliser les sources de son, c'est toujours utile parce que c'est une éolienne qui tourne à différentes vitesses, c'est pas une grosse caisse, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et puis modéliser la propagation du son, et ça va vous intéresser. Les basses fréquences se propagent de manière très compliquée. Ça dépend des conditions atmosphériques, ça dépend des obstacles rencontrés. En principe, les très basses fréquences contournent très aisément les obstacles. Et pourquoi on s'en est aperçu? Parce que des riverains d'éoliennes qui étaient à 5 km du champ d'éoliennes et qui étaient masqués par une colline et ne voyaient pas les moulins, se plaignaient quand même. Donc, et puis ça dépend du temps. Alors évidemment, les éoliennes ne tournent pas quand il n'y a pas de vent, et donc la vitesse de rotation dépend de la météo, mais pas que. La propagation est également extrêmement complexe à modéliser, extrêmement complexe. Donc on s'est dit, finalement, la littérature, et je réponds à la question qui m'a été posée à quelques reprises par Agisson, la littérature est vide. Il n'y a que du vent, si j'ose dire, c'est-à-dire des publications de lobbies qui disent n'importe quoi, ou des publications d'opérateurs qui disent n'importe quoi dans l'autre sens, à savoir, comme c'est pas audible, ça ne peut pas avoir d'effet. Évidemment stupide, parce que c'est audible en plus. Donc voilà. Alors on s'est dit, on va monter, puisqu'on se connaît maintenant, on va monter un projet. Ce projet s'appelle Ribéol, et on a un site internet, ribéol.unif-gustave-fl.fr, que vous pouvez aller consulter. Il n'est pas encore très alimenté, mais il contiendra tout ce qu'on aura appris de notre projet, qui a été beaucoup freiné par le Covid, évidemment. Et donc, là, pour symboliser la construction spécifique d'une cabine dans laquelle on peut descendre jusqu'à 3 Hz, avec des sons calibrés parfaitement non distordus, au laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille, laboratoire propre du CNRS, et qui est assez fantastique en termes d'installation. Alors, il reste un dernier problème à surmonter, c'est assez bluffant, c'est faire passer des volontaires dans cette cabine. Et on a fait plusieurs essais auprès des instances éthiques qui nous disent « Ah mais non, les basses fréquences, c'est très dangereux ». Alors, on leur dit non, parce que, enfin, en tout cas,
les riverains d'éoliennes, ils sont exposés jour et nuit pendant des années. Donc si c'est dangereux, il faut le dire tout de suite. Ah, mais c'est dangereux. Bon, alors, on n'arrive pas à démarrer parce que, en gros, les instances publiques qui s'occupent de manip chez l'homme ont peur. Alors, évidemment, elles n'ont pas tort, mais ça dépend du niveau. C'est là-dessus qu'on veut plaider. Alors, j'ai presque fini, je pense. Donc, pour vous montrer, cochlée et vestibule se touchent. Donc, alors, quand on entend, entre guillemets, quand on détecte des très basses fréquences, est-ce que c'est la cochlée, est-ce que c'est le vestibule ou est-ce que c'est nos poumons, les régions des plexus qui sont très connectées au système neurovégétatif? La seule façon de répondre, c'est d'avoir des sujets sourds et on leur fait détecter. Et puis des sujets entendants dans lesquels on leur dit spécifiquement c'est le vibrotactile qui nous intéresse. C'est quand est-ce que ça commence à vibrer. Et on s'aperçoit que sur le plan auditif, seuls les normaux entendants y arrivent et on a cette courbe de sensibilité. Et sur le plan vibrotactile ou chez les sourds profonds qui n'ont que ça à leur disposition, on est à peu près 20 dB au-dessus. Donc seules les très basses fréquences très intenses arrivent à faire vibrer de manière consciente nos organes, le cœur, les poumons, l'abdomen. Alors si les viscères se mettent à bouger, ce n'est pas très bon. En général, ça déclenche un très très violent mal des transports qui entraîne la fuite instantanée des spectateurs. Alors, autre effet qui est beaucoup plus maîtrisé, c'est l'effet de masquage. Je passe sur le détail du graphique. C'est l'effet masquant, en fait, qui est mesuré au laboratoire. Et là, c'est des sons de fréquence normale, classique, 400 Hz. L'effet masquant d'un 400 Hz s'étend jusqu'à 3000 Hz. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer à mettre des instruments qui jouent dans les aigus s'il y a une source très puissante à 400 Hz. Et quand on extrapole, et ça c'est Tobias 1977, c'est l'une des rares citations que j'ai trouvées dans la littérature scientifique, on s'aperçoit que l'effet masquant d'un son de 150 Hz, et là on entre vraiment dans les très basses fréquences, eh bien s'étend jusqu'à 10 000. Donc là c'est percutant. Ça veut dire que sur le plan de la qualité sonore, honnêtement, c'est catastrophique d'avoir des sons de basse fréquence trop présents. Et là, ça n'est que 70 décibels. Par contre, 50, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc il faut savoir vraiment se limiter. Bon, voilà. Et puis, alors, manip récente, toute récente, qui est Neil McAngus Todd et Colbatch, c'est des gens très connus en Australie qui sont très spécialistes du vestibule cette fois, et ils ont fait cette manip de mettre on-off à l'insu des danseurs la partie la plus basse fréquence de ce qui était joué sur scène. Donc on c'est en rouge, off c'est en bleu, et vous voyez, ils jouaient comme ça dans la cabine à commuter. Personne ne s'est rendu compte de rien. Mais simplement, quand les basses fréquences sont on, eh bien, les gens bougent plus. Donc, il y a cet effet swingant qui est recherché a priori, en particulier quand il s'agit de consommer tout en dansant. Parce qu'évidemment, quand on danse, on se déshydrate un peu et on va être meilleur client. C'est plus ou moins larvé en arrière-plan de certaines salles. Alors, voilà. Et aucun danseur ne s'est rendu compte de rien. Et pourquoi dansait-il plus? Ce n'était pas gigantesque, vous avez bien vu. Mais pourquoi? Ils ne savaient pas. Ça leur prenait comme ça. Alors, inaudible égale inefficace, ça c'est le plaidoyer de ceux qui veulent faire n'importe quoi, et c'est totalement faux. Il a été mesuré chez l'animal par l'équipe de Salt il y a une douzaine d'années, que certaines cellules de l'oreille interne étaient parfaites. Elles ne sont pas connectées au nerf auditif, mais elles traitent le son. Elles sont parfaitement capables de répondre aux sons de très basse fréquence, alors même que le nerf auditif ne donne aucune réponse. Donc ces cellules intermédiaires qui traitent le son, elles répondent, et quand elles répondent, elles peuvent faire circuler des courants électriques, elles peuvent circuler des ions, et à force de répondre très 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 longtemps, c'est-à-dire des heures entières,
On n'est plus tout à fait dans la configuration concert, mais on est dans la configuration des sons dont les riverains se plaignent, et les sons industriels donc. Eh bien, ces cellules qui travaillent tout le temps alors qu'elles ne sont pas habituées à le faire peuvent entraîner des déséquilibres dans l'oreille interne. Elles peuvent, en théorie, le cochon d'Inde qui est soumis à ce type de son a des changements auditifs alors qu'il n'a rien entendu. Au sens technique du terme, ce n'est pas de l'écoute. Alors ça interpelle, mais ça n'a pas été fait chez l'homme, et c'est ça qu'on voudrait faire avec mes collègues pour Ribéol. Ce n'est pas très compliqué, et si les sujets commencent à se sentir un peu mal, on arrête, bien entendu, c'est très facile. Donc, vous voyez cette balance entre les effets. Et puis, alors très intéressant, là vous voyez pas parce que c'est un peu petit, des études qui testent des individus sur des installations, et c'est leur courbe de sensibilité. Et là, ça c'est la courbe que j'ai montrée tout à l'heure, moyenne écart-type, moyenne. Et puis, vous voyez des sujets qui sont 20 décibels en dessous. On ne sait pas pourquoi. On devrait pouvoir savoir en regardant les choses de plus près. Mais il y a parmi nous des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux basses fréquences que les autres. Il suffit que vous en ayez quelques-uns parmi les riverains pour que ça fasse tout de suite du buzz. Alors qu'il y a aussi l'inverse, des gens qui sont beaucoup moins sensibles, tout en étant normaux entendants. On ne sait pas pourquoi, et ça mérite... voilà, donc ça mérite tout un tas d'études. Il y a beaucoup d'effets négatifs des basses fréquences. Je pense que le pire, c'est le masquage parce que ça dégrade la qualité. Donc il y a une limite à trouver en termes de niveau. Il y a des effets indirects sur l'oreille interne et sur le corps qui entraînent plutôt des réactions négatives, mais c'est sur du très long terme. Et puis des effets positifs qui sont l'effet de synchronisation, qui sont absolument consciemment utilisés par certains pour se stimuler. Dans les habitacles de voitures, parfois on voit passer un exemplaire tout à fait typique de quelqu'un qui visiblement n'est pas hypersensible aux effets négatifs. Ou alors il y a le petit sac à côté de son volant, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc on est vraiment très ennuyé parce que ce domaine est très compliqué à étudier sur le plan qualité sonore, sur le plan effet sanitaire direct, effet sanitaire indirect, et puis effet sur le voisinage. Donc, avec des études acoustiques et médicales, c'est pas facile de les monter. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suis à votre disposition pour les questions, mais je pense que Christian a des compléments assez importants à rajouter. 2, 3, voilà. On va rester peut-être sur cette partie d'abord basse fréquence, puis après on enchaînera sur l'aspect compression. Moi, je suis ingénieur du son de base, donc, et je suis passé à l'acoustique aussi en qualité d'expert judiciaire par la Cour de cassation maintenant. Donc, j'ai un peu ces deux secteurs d'activité que je connais bien maintenant, celui de la réglementation, mais aussi celui de la captation et de l'esthétique. Et je suis aussi, comme vous le savez, donc, président de la Semaine du son de l'UNESCO, qui a maintenant 20 ans d'âge, avec lequel on essaye de justement communiquer avec HDSON. Voilà. Donc, à ce titre-là, moi, j'aimerais, parce que je m'intéresse beaucoup à ces basses fréquences, évidemment, mais d'un point de vue à la fois esthétique et acoustique. Et il y a une notion qui m'intéresse beaucoup dans tout cela, c'est la notion de longueur d'onde, dont on n'a pas beaucoup parlé, et qui va compléter ce que tu dis, donc Paul, c'est qu'il y a un phénomène extrêmement agréable dont il faut parler, parce qu'on a du mal à s'en sortir de ces basses fréquences, mais quoi qu'il en soit, ces basses fréquences ont des longueurs d'onde qui se situent généralement au-delà de plusieurs mètres. Je rappelle que 20 Hz, c'est à peu près 17 mètres. Donc ce sont des longueurs d'onde qui nous rassemblent, si je puis dire. C'est important de le dire. Donc dans une soirée, quelle qu'elle soit, en tout cas en écoute de basse fréquence, on est immergé, si je puis dire, on est ensemble. Hein. Et ce phénomène de réunification lié au sonore qu'on ne voit pas, encore une fois, on est dans l'immatériel. Nous, on y pense beaucoup à la Semaine du son parce qu'on sent que c'est un élément fondamental
de rapprochement des uns des autres, autrement dit être dedans pour ne pas être dehors. Hein. Donc c'est une notion qu'il ne faut pas négliger, ça. Et quand il y a des graves, effectivement, on est ensemble. On est effectivement sur les longueurs d'onde qui nous rapprochent tous, en fait, et qui nous immergent. Donc pour avoir réalisé pendant 20 ans le Forum international du son multicanal à Radio France, je vous assure qu'on savait à quel point ces sons, ces basses fréquences nous rassemblent et nous permettent de réaliser en fait une immersion bien plus que celle des fréquences élevées. Maintenant, les fréquences élevées, elles nous donnent en fait des localisations. Elles localisent là où les basses fréquences ne localisent pas. Là aussi, c'est un problème essentiel. C'est que les graves nous donnent en fait une notion d'immersion totale dans la mesure où il y a un aspect fœtal, hein, évidemment, dans tout cela. Il ne faut pas l'oublier. Et on est aussi, on n'est pas capable de localiser ou très peu des basses fréquences. Donc ça arrange tout le monde aussi. Si on voulait localiser toutes les sources sonores dans cette pièce, on serait malheureux parce qu'on aurait des sons qui seraient effectivement dissociés les uns des autres. Donc en fait, les positions des enceintes ne veulent plus rien dire dans une salle qui est effectivement qui balance des basses fréquences, vu que évidemment les sons ne se localisent plus. Donc il y a effectivement quelque chose de rassurant, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, et qui va à l'encontre des hautes fréquences qui, elles, nous permettent de localiser un son. Pour faire court également, on a démontré également que les jeunes aiment également les basses fréquences aussi pour des raisons je dirais, rassurantes, on vient de le dire, mais également parce que les graves sont associés également à des notions je dirais, de sagesse. Hein, ça vient de très loin, ça. Donc, quand on est dans les graves, un son grave, une parole qui est dite dans les graves, et je pense notamment à Macron qui, de ce côté-là, pêche terriblement, effectivement, dans sa voix. Il n'a pas de grave. Et ça, c'est un problème essentiel. Hein. Donc, un homme comme... il y a certains hommes politiques qu'on connaît bien, effectivement, qui ont des belles graves. François Barouin, par exemple, il a un son extrêmement dans les graves et qui est rassurant, même si il est ce qu'il est. Mais quand on entend des graves, on est rassuré. Donc en fait, il y a toute une jeunesse qui a envie d'être rassurée, et pas que des jeunes d'ailleurs en fait, alors que les aigus sont plutôt un élément effectivement d'inquiétude quelquefois, effectivement, parce que précisément ça apporte un message important sur la localisation, sur l'alerte aussi, hein, donc de beaucoup de choses. Alors curieusement, pour tout vous dire et pour terminer, les graves, ça je vous laisse réfléchir à cette proposition. Les jeunes aiment les graves, hein, et puis les personnes âgées, du coup, aiment les aigus parce qu'ils les ont perdus. Et quand on a perdu les aigus, eh bien, on cherche évidemment à les retrouver parce que les aigus, c'est effectivement le relief du signal sonore, finalement, le relief de la musique. Sans aigus, il n'y a pas de relief. Et du coup, il n'y a pas d'intelligibilité non plus. Hein. Donc, les aigus, c'est l'intelligibilité. Les graves, c'est plutôt la rondeur, si je puis dire. Et encore une fois, la sécurité. Voilà. C'est une petite... c'est bon de vous dire ça parce que on y a bien réfléchi. Et moi, en particulier, je trouve que ça, c'est un point essentiel. Maintenant, il y a ce second secteur dont tu as parlé, qui est un secteur de masquage, qui est absolument vrai. Là, l'autre jour, j'étais donc sur Stromae, sur un concert de Stromae, avec mon sonomètre. On avait une cloche à 130 décibels à 50 Hertz. Hein, donc, et après, on reste à peu près à 100 dB. Cette cloche à 50 décibels, à 50 Hertz, je veux dire, elle n'est pas anodine. Hein. D'abord, elle a un impact, comme tu l'as dit, effectivement, sur les organes et tout ça. Bon, ça, c'est bien. Mais derrière cela, on a un masquage total. C'est-à-dire que c'était une... Enfin, je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on puisse accepter ça dans la mesure où toute la musique est complètement bouffée, quoi. Et quand on écoute un album de Stromae, on n'entend pas ça, quoi. Hein. On entend une musique qui est avec une belle... avec une distinction claire entre médium, basse, médium, aigu. Autrement dit, il y a bien... Les médiums sont complètement foutus en l'air, quoi. Je veux dire, donc il n'y a plus que les aigus. On passe en fait des graves aux aigus. Hein. Et ce phénomène de masquage, qu'on connaît tous depuis très longtemps, en prise de son, c'est la première chose qu'on donne, moi qui donne des cours depuis pas mal d'années à l'école du cinéma, à l'école des Lumières. La première chose que je leur parle à mes élèves, c'est effectivement du phénomène de masquage, et qu'on trouve
on trouve partout. Je veux dire, il faut faire attention de ne pas remonter en fait toute fréquence. Il n'y a pas que les graves, hein, toutes les fréquences masquent les fréquences qui leur sont supérieures. C'est comme ça, c'est la vie, c'est notre système de fonctionnement. Et un grave, une fréquence masque toujours, de toute façon, la fréquence qui lui est supérieure. Donc les graves en particulier, quand ils sont montés à 130 dB, autant vous dire qu'ils masquent tout ce qui va jusqu'à 200 voire 300 Hertz. Et là, 200, 300, 400 Hertz, c'est les fondamentaux. C'est ce qu'il y a de plus important dans une musique. C'est ce sur quoi est installée votre musique. Donc, nous avons, nous, ingénieurs du son, sonorisateurs, un rôle à jouer, effectivement, parce que, encore une fois, et j'en rediscutais avec Jean-Michel Jarre encore hier, et aussi avec Thomas Dutronc, qui est maintenant, cette année, le parrain de la Semaine du Son, les musiciens, ils sont sur scène. Hein, ils n'entendent pas ce qu'on leur balance. Hein. Donc Stromae, il avait effectivement une oreillette super sympa avec un son vachement cool, hyper agréable, bien équilibré, si je puis dire, et avec un niveau d'ailleurs extrêmement faible. Et là, sur Rock en scène, on était tous dans ces basses fréquences absolument épouvantables. Donc il ne pouvait même pas se rendre compte de ce que produisait le son. Et le sonorisateur, lui, était quasiment à 800 mètres derrière. Donc nous qui étions à 200 mètres de la scène, on n'avait pas du tout le même son, évidemment. Donc pour dire quoi, c'est que pour dire que le musicien lui-même n'est même pas conscient de ce dont on parle en ce moment. Parce que lui, il est sur scène et que c'est que nous, effectivement, qui sommes en sonorisation, je dirais, capables de pouvoir s'en rendre compte. Alors, je vais un peu plus loin. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas un troisième homme en sonorisation ? C'est ce que j'imaginais pour avoir travaillé avec Stockhausen. Stockhausen me disait, tu sais, Christian, il faudrait qu'il y ait une troisième homme ou une troisième femme, en tout cas une personne, effectivement, qui soit quelque part entre le musicien et le sonorisateur et qui soit dans la salle pour se rendre compte. Alors lui qui travaillait beaucoup en multicanal et beaucoup en sources dissociées, je veux dire dans l'espace, évidemment le sonorisateur qui se trouve derrière, lui, il ne pouvait pas se rendre compte. Il fallait effectivement qu'il y ait un troisième homme. Donc c'est pour ça que dans toutes les compositions de Stockhausen, il y a un troisième homme qui se trouve exactement entre le musicien et le sonorisateur, le mixeur, quoi. Voilà. Donc pour dire que on est là dans un problème essentiel qui nous touche nous et qui ne touche pas forcément les musiciens, il faut bien le savoir. Donc les musiciens qui sont sur scène ne sont pas au courant de notre problématique et les sonorisateurs que nous sommes, effectivement, nous devons le savoir. Est-ce que nous pouvons nous engager un peu plus loin à faire tomber justement un peu ces niveaux ? Alors, et notamment dans les basses fréquences, car ça rejoint effectivement les problèmes de législation. Je crois que oui. Honnêtement, je pense que oui. Et ce ne sont pas les musiciens qui nous le demandent, c'est nous qui nous laissons emporter un tout petit peu par ces effets de basse fréquence. Alors je vais vous donner un exemple intéressant. Je travaille beaucoup avec Ron Erwan, qui est un sonorisateur, qui est un musicien que j'aime beaucoup. Et j'ai travaillé avec lui au Châtelet, il y a à peu près 2 ans de cela. Et on avait au Châtelet, on a un concert chambre sur vue, room view, donc chambre sur vue, et qui est un concert, un opéra qu'il a lancé avec Marseille, et c'était un grand succès, sauf qu'effectivement on a fait vibrer tout le Châtelet, je veux dire, et on a entraîné en fait avec nous en fait des vibrations, notamment dans les basses fréquences, dans les très basses fréquences, qui ont engendré des problématiques au sein de l'hôtel. Enfin bon. Et du coup, il y a eu des plaintes, évidemment, je veux dire, et importantes. Bon, je passe les détails. Voilà. Et là-dessus, effectivement, moi j'ai réfléchi, et entre-temps, j'ai eu Ron à Cannes, dans le cadre dans le cadre de mon prix de la meilleure création sonore à Cannes, et on a discuté ensemble. Je dis, Ron, tu sais, est-ce que tu es au courant qu'il y a vraiment des basses fréquences qui ont posé vraiment des problèmes, etc. Et oui, il me dit, oui, mais il en faut des basses fréquences, comprends, ça fait bon, pour les musiciens et surtout pour les danseurs, ça les fait danser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Ouais. Je lui dis, je pense que tu pourrais, bon, on était quand même à 130 dB, quasiment, là aussi, 120, 130. Je lui dis, peut-être qu'on pourrait faire un petit effort pour pouvoir redescendre tout cela.
Et il l'a fait finalement, et Chambre sur vue a été représentée il y a un mois de cela, là où les gens étaient arrivés dans la salle avec des boules caisses, donc il y avait une espèce de... Bon, voilà. Là, ils ont été étonnés parce qu'en fait, le niveau n'avait plus rien à voir. Et ce qui est très intéressant, et du coup, on a résolu le problème, finalement, vis-à-vis de... D'abord, du lustre central qui menaçait de tomber, parce qu'il y avait un lustre au Châtelet qui était en permanence en mouvement. Et puis, on a réglé le problème, en tout cas, sur l'aspect infrastructure. Mais on a surtout, figurez-vous, je suis allé voir les danseurs après, et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, ils nous ont dit, nous, on apprécie vraiment parce qu'on est en train de s'exprimer vraiment. C'est-à-dire qu'on était tellement assaillis par un son qui nous bloquait au sol, qu'aujourd'hui, effectivement, on retrouve effectivement notre plaisir de danser. Alors, je vous le dis parce que c'est une chose extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont repris leur esprit, tout simplement. Alors que je pense que les basses fréquences, à des niveaux pareils, effectivement, finissent par mettre les gens à terre, quoi. Je veux dire, les propulsent au sol, précisément. Et là, du coup, et moi, j'ai vu un spectacle, et tout le monde l'a senti, qui était beaucoup plus dynamique, qui était beaucoup plus énergétique, qui était beaucoup plus vivant, je veux dire, où chacun vraiment avait son poste. N'oublions pas une chose, c'est qu'on peut tuer, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on peut tuer des gens avec des basses fréquences. Et je pense qu'on peut emmener aussi avec les basses fréquences des gens dans des moi qui m'intéresse aussi au chamanisme, dans des zones un peu altérées du conscient. Hein. Alors, dans le chamanisme, on maîtrise. Le tambour, les gros tambours sont là pour maîtriser les basses fréquences et permettre effectivement de partir en voyage chamanique. Mais je pense qu'avec la force dont on dispose aujourd'hui en sonorisation, on peut aussi emmener des gens effectivement sur des secteurs totalement inadaptés, en tout cas qui sont pas maîtrisés par tout un chacun. Et ça, c'est aussi un sujet tout à fait important. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas, sur ces basses fréquences, à la fois surtout en tant qu'ingénieur du son et sonorisateur aussi, j'en fais des sonorisations, et je me dis qu'on peut améliorer tout cela assez facilement, tout de même, et régler évidemment des problèmes de mitoyenneté et évidemment liés au législatif. On sait bien que les basses fréquences vont très loin et que 500 mètres, ça ne veut rien dire quand on est à 50 Hertz. On le sait bien, ça. J'ai fait des mesures à Kourou, pour tout vous dire. Moi, j'ai quelques expériences aussi. À Kourou, qui se trouve à 50 km de Cayenne, je veux dire. Et à Cayenne, on entendait le départ de la fusée d'Ariane, quoi, sans problème, quoi. Mais dans les basses fréquences, des infrabasses. Alors que la fusée était déjà effectivement à proximité du continent africain, quoi. Donc, à quel point les basses fréquences sont effectivement puissantes, si je puis dire. Mais c'est intéressant pour vous, sonorisateurs, je crois que c'est important de se rappeler qu'il y a, à travers ces basses fréquences, une dimension, j'allais dire politique, mais quasiment politique, en tout cas sociétale, et au-delà effectivement du physique, il y a la perception physique, il y a bien un problème de comportement et de perception, et un peu de dérèglement, en tout cas, du comportement de chacun. Et ça, c'est un sujet qui me paraît tout à fait important. Voilà, je m'arrête là. Peut-être des questions, peut-être, sur ce thème-là. Je vais vous laisser un micro, je vais en prendre un autre. Et je vais voir avec la salle si éventuellement... Vous avez vu, je suis souple. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques? Juste savoir, est-ce qu'il serait possible de récupérer la présentation que vous avez faite parce que du coup, c'est des éléments qu'on n'a pas du tout. Donc, ce serait intéressant de reprendre tout ça pour que ce soit un peu divulgué, quoi, parce qu'en fait, globalement, pour l'instant, on est complètement ignorant sur le sujet.
sur l'ordinateur, comme ça on va pouvoir effectivement, et voilà, toutes les références que vous pouvez nous envoyer effectivement nous intéressent. Alors je suis désolée, j'ai pas suffisamment de fil, donc si vous pouvez venir, parce que c'est enregistré. Il y a un en fait. élément qui mérite d'être dit de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le doublement de sensation sonore qui est de 10 décibels, effectivement, qu'on connaît tous. Et là, moi, je le redécouvre parce qu'il est effectivement beaucoup plus faible dans les très basses fréquences. Autrement dit, 2 ou 3 dB peuvent déjà effectivement avoir cette impression de doublement de sensation sonore dans les fréquences très basses. On va y aller, on y est là. Voilà, c'était le deuxième volet. Voilà, c'était là juste, est-ce qu'il y avait déjà des questions sur cette partie-là? Léo, On a gagné 15 dB. Mais c'est énorme. Alors justement, maintenant que j'entends justement 15 dB, c'est énorme, quoi, je veux dire. Ouais. Et je vous assure que les musiciens et les danseurs, on était surpris, quoi. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, ah, attends, on danse beaucoup moins bien, etc. On a moins de sensations. Bah non, ils me disent, non, au contraire, on est beaucoup mieux, quoi. Ouais. Je pense que les vrais danseurs, les professionnels n'ont aucun problème. Ils n'ont pas besoin des basses fréquences pour danser. Je crois que c'est ça. Le point, c'est que ce sont ceux qui ne savent pas danser, justement, le client occasionnel d'une discothèque qui ne sait pas danser. Les basses vont lui donner la cadence, mais en général, c'est très grossier. Hein, c'est boum, boum, c'est binaire. Donc pour moi, c'est absolument, artistiquement parlant, ça vaut rien. Mais on a l'impression d'être aidé. Je rajoute aussi un sentiment et qu'on connaît tous en tant que sonorisateur. Quand on monte les basses fréquences, on a nous-mêmes une impression de pouvoir. Hein, il faut le dire, tout simplement. Ça fait du bien à son ego, hein, je veux dire, parce qu'on existe vraiment, quoi. Je veux dire, ah tiens, il y a un sonorisateur, il nous donne des gros sons, quoi. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir. Donc, nous, il faut qu'on soit des gens d'un son de qualité. Autrement dit, qu'il y a un sonorisateur, mais putain, le son, il est vraiment très très proche de ce que j'ai entendu sur mon album, etc. Et je pense aussi qu'il y a une dérive potentielle de certains sonorisateurs à vouloir faire des gros sons de manière à exister aussi quelque part en dehors, effectivement, du musicien qui est sur scène. Je le dis vraiment parce que je l'ai expérimenté. va être abordé dans la table ronde qui va suivre. On va prendre une dernière question, puis après on va poursuivre sur la surcompression. Alors maintenant, j'ai du câble, je vais pouvoir me promener. Hop. Rémi, tu voulais intervenir. Une question ? Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais une question. Alors, je vais te laisser reprendre, Christian, pour la suite sur la surcompression. Mais retenez bien cette notion d'immersion, je crois qu'elle est assez importante. Elle est vraiment vraie. C'est moi qui Alors, on va faire comme tout à l'heure. Ah, oui, on peut dialoguer. Alors, oui, effectivement, c'est une option. Donc, je pense qu'on parle un peu de la même chose parce que la surcompression d'intensité a été inventée en gros pour permettre un effet délibéré de masquage de la source surcompressée vis-à-vis des bruits extérieurs. Je crois qu'on peut le dire comme ça. En tout cas, l'engouement que ça a suscité, il y a authentiquement des gens qui disent mais c'est beaucoup mieux la version compressée que la version normale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'entendent plus les bruits environnants, ils n'entendent plus non plus les détails de la musique compressée, certes, mais ils n'entendent plus les bruits environnants qui sont notamment dans le métro, dans les transports, les sons extérieurs. Donc c'est encore le même principe d'être immergé en sécurité dans sa bulle et qui rappelle l'état du fœtus, parce qu'effectivement, on en est bien à ce degré d'isolement par rapport aux agressions extérieures. Alors nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait peut-être, avec tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup d'hypothèses et très peu de données solides, il y avait peut-être un problème dans le sens où
quand on met l'intensité systématiquement à quelques décibels du maximum, il n'y a plus de silence. C'est automatiquement, même si on a encore du mal à mesurer, à quantifier la durée des micro-silences, il y en a forcément plus puisque l'appareil électronique, le processus électronique les abolit. Et on appelle aussi ça les fenêtres, hein, les fenêtres dans le bruit. Peut-être intervenir avant, pour préciser, parce qu'il peut y avoir confusion d'emblée. On va mettre la notion de compression, il faut d'abord la préciser peut-être, hein, parce qu'elle est peut-être pas comprise. On ne parle pas, là on va parler vraiment de compression, de dynamique sonore. Il n'est hors de question de parler de compression de débit, de compression de débit. Donc c'est pas le MP3 qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, selon nous en tout cas, et ce dont dans l'étude qu'on est en train de réaliser, c'est celui de la surcompression en dynamique sonore. Je vous rappelle simplement dire que tout ça est né dans les années 60, hein, lorsqu'on a vu arriver les groupes anglo-saxons. Le compresseur n'existait pas, hein, on ne savait pas. Et on a mis en place des compresseurs quand on a voulu effectivement mélanger, mixer, en tout cas une guitare avec une batterie. Donc des éléments qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Hein. Puis il n'y a pas que la batterie, il n'y avait pas que la guitare. Donc on a compressé, évidemment, à juste titre. Je veux dire, je connais bien l'inventeur du compresseur, qui est un anglo-saxon. Et on a compressé la guitare, on a transformé un soufflet en une galette, parce que précisément, si on avait remonté le niveau de la guitare, on aurait saturé la bande à l'époque, hein, évidemment, parce qu'il y a toute une partie inaudible quasiment dans une attaque de guitare qu'on n'entend pas, et qui aurait créé une saturation. Donc on a écrasé la guitare, et hop, et on monte tout ça vers le haut, on monte la guitare vers le haut, et on transforme un soufflet en une galette. Et cette galette, on la met au-dessus, évidemment, on la met où on veut, par rapport à la batterie. Sauf que, évidemment, tout ça s'est bien passé, et c'est comme ça qu'on a pu voir arriver tous les groupes anglo-saxons, et puis après, on s'est tous mis à utiliser un compresseur. Moi, j'utilise la compression, tout le monde utilise la compression. Aujourd'hui, on pourrait même plus s'en passer. Il y a des voix qui pourraient même pas passer sans compression, si je puis dire. Il y a des voix qui ne portent pas, et qui, quand elles portent, elles envoient effectivement des transitoires extrêmement violents, et donc on sait tous que la compression, c'est indispensable. Mais ce n'est pas ça dont on parle. On parle d'une surcompression. Et c'est là où effectivement que le problème se pose, c'est à l'arrivée j'ai travaillé à ce moment-là à TF1, pour tout vous dire, donc j'ai vu arriver le CSA à l'époque, il s'appelait « Arrêtez de monter les niveaux ». Non, on ne monte pas les niveaux. En fait, tout simplement, l'aiguille du vumètre, finalement, elle ne bougeait plus. C'est-à-dire qu'on était, et ça, c'est les publicitaires qui avaient compris ça, l'aiguille du vumètre, du crête-mètre, ne fonctionnait. Elle était bloquée vers le haut. Elle était bloquée, en fait, en haut de la zone de distribution, la zone autorisée pour la diffusion, finalement, et elle ne bougeait plus. Et c'est comme ça, effectivement, que dans les années 2000, on s'est aperçu que toutes les publicités étaient au-dessus du programme. Bon, alors, c'est un gros problème, quoi, je veux dire. Et le CSA ne comprenait rien de tout ça. Donc, il a fallu leur expliquer que c'était une question d'énergie qui ne redescendait jamais, quoi, je veux dire, par rapport au programme qui, lui, gigotait normalement. Alors à partir du moment où il y en a un qui fait la bêtise, tout le monde fait la bêtise. Voilà. Donc après, évidemment, on s'est mis à tous compresser. Il n'y a que le cinéma qui reste à peu près aujourd'hui, mais tout le monde s'est mis à compresser évidemment derrière, et les sonorisateurs et tout le monde, je veux dire que nous sommes, tout le monde s'est mis à compresser un peu plus largement, un peu tout d'ailleurs. Et l'oreille, finalement, et ça faut le dire, s'habitue du coup à un son qui rentre dans la tête, effectivement, sans avoir une gymnastique nécessaire pour pouvoir comprendre les niveaux forts et les niveaux faibles. Il n'y a plus que les niveaux qui sont toujours à peu près égaux les uns par rapport aux autres. Donc c'est ça dont on va parler là, qui nous a inquiétés et qui, moi, m'a laissé penser qu'il y avait là, quelque part, une fatigue qui s'introduisait effectivement chez nous, sonorisateurs aussi, et ingénieurs du son, parce qu'à force d'écouter des sons dits compressés, on finissait par... Je sentais qu'on pouvait perdre l'audition et qu'on pouvait aussi créer une fatigue absolument pas possible. Alors, encore une fois, tout le monde compresse aujourd'hui, les radios, les télévisions, le téléphone, n'importe quel portable, que vous parliez tout doucement ou très très fort, vous avez le même niveau à l'autre bout, évidemment, du téléphone.
Internet, évidemment, les visioconférences, on en parle beaucoup en ce moment, des gens qui passent 8 heures par jour en visioconférence ou en télétravail, je veux dire, qui communiquent uniquement avec ces sons de merde, là, je veux dire, qui sont vraiment des catastrophes sur Teams ou sur... c'est l'horreur, quoi, je veux dire, au Zoom, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Donc on se fatigue les oreilles avec ça, d'un son qui ne bouge plus, quoi. Et là, on parle de surcompression, là, du coup, parce que tout tient dans 3 décibels, quoi, je veux dire. Donc, il n'y a plus rien qui redescend. Alors, le seul problème dans tout cela, c'est quand on compresse, évidemment, tous ces sons, et on le sait bien, quand on compresse tout, et qu'on remonte tout vers le haut, et on remonte les micro-silences, on remonte le silence. Donc, du coup, et on s'est aperçu avec Paul, assez rapidement, je vais te laisser la parole, justement, que précisément, on est en fait saturé par un son qui ne redescend plus jamais. Et c'est là où je te rejoins sur ces fameux micro-silences qui nous posent problème, parce que ce ne sont plus des micro-silences. Parce qu'on a besoin des micro-silences. Quand je vous parle, il y a des sons forts, des sons faibles, il y a des absences de signal qui vous laissent entendre ce que je vous raconte. Mais si je compresse en permanence, je vais remonter en fait d'une manière en surcompression ces silences, et du coup l'oreille va être en fait excitée. Et quand je dis l'oreille, c'est le cerveau, on va le dire maintenant, elle va être excitée en permanence. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'il n'y a plus de repos effectivement au sein de la perception auditive, et que ces micro-silences qui nous sont pourtant nécessaires ont tendance à ne plus exister. Voilà, je te laisse la parole. Alors voilà donc un exemple de musique. On a choisi quand même des exemples particulièrement denses. Là, vous avez un air de musique qui est découpé en bandes de fréquences comme le fait l'oreille interne. Et non seulement on a une compression globale qui fait que l'intensité varie très peu pour le son global, mais même au sein des différentes bandes. Et l'oreille découpe en bandes à peu près quelques fractions d'octave, de manière à finalement distribuer l'énergie sonore reçue dans une vingtaine de bandes efficaces. On les appelle les bandes critiques. Vous voyez que, en fait, même à cette échelle-là, et ce n'est pas la version compressée que vous voyez, il y a des alternances, malgré la densité énergétique, il y a des alternances de sons forts qui sont plutôt vers le rouge-jaune et de sons faibles. Et pendant les parties calmes, qui sont représentés par les bandes vertes, eh bien, les bruits extérieurs peuvent émerger. Donc on a un relief particulier et une localisation particulière de tous les bruits environnants. Donc on l'aime ou on ne l'aime pas. Et là, l'idée, c'est de supprimer ces bandes vertes en les bouchant systématiquement. Et selon la composition, selon la bande de départ, on va se retrouver avec à l'écran, une fois surcompressé, que du rouge. Et donc, plus de repos possible. Alors là, l'échelle de temps n'est pas parfaite parce qu'on est sur un trait vertical représente une tranche de 100 millisecondes. Et l'idée qu'on voudrait affiner, c'est de descendre à des échelles plutôt de la milliseconde pour voir véritablement comment l'oreille interne est stimulée tout du long de sa spirale, donc dans toutes les bandes de fréquences. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Que c'était probablement pas très bon parce que ça empêchait tout repos métabolique, alors que le système auditif est particulièrement actif. C'est un système qui travaille beaucoup plus que la totalité de nos autres organes sensoriels. L'oreille doit suivre toutes les fluctuations microscopiques de la parole, de la musique, de manière extrêmement fine. C'est essentiel au bon fonctionnement. Et donc le métabolisme des cellules du système auditif est largement 10 à 20 fois ou 50 fois plus élevé que celui des autres domaines de notre cerveau. Partant de cette hypothèse, on s'est dit qu'on allait exposer des sujets et plutôt que de prendre des risques, on a pris des animaux à cette musique soit naturelle, soit surcompressée. Et on n'a pas fait dans la dentelle, on a pris la surcompression maximum avec une dynamique qui était de l'ordre de 3 décibels entre la partie droite et la partie gauche du vumètre, on va dire. OK, donc c'était vraiment terrible. On s'est dit qu'on allait choisir la situation discothèque avec 102 décibels exactement le plafond autorisé par le décret d'août 2017. Et on a mis les animaux pendant 4 heures. Et on a mis la musique en boucle. Et les animaux ne semblant pas remarquer que c'était toujours le même air. Je crois que
Les cochons d'Inde ne sont pas très cognitivement développés, donc ils n'étaient pas stressés du tout. On les a exposés 2 par 2 dans des cages aérées, voilà, comme en discothèque. Les uns tirés au sort, sans que l'opérateur ne sache, les uns à la musique naturelle, les autres à la musique surcompressée. On les a testés éveillés, ça s'apprivoise très très bien, avec des petits capteurs auditifs. On a testé la capacité de leurs cellules cochléaires à répondre et la capacité de la partie basse de leur cerveau à réagir. Quand on envoie des sons forts, le cerveau réagit, et c'est une boucle dite réflexe qui, d'ailleurs, incidemment, protège nos oreilles. Donc si je me mets à hurler dans le microphone, vous allez avoir ce réflexe qui va se déclencher et qui va protéger un petit peu l'entrée du son dans vos oreilles. Ce sont les muscles de l'oreille moyenne. Et pourquoi on les a choisis? Parce que ça se mesure facilement. Il n'y a pas besoin d'1 heure. Le cobaye a juste besoin de rester tranquille 1 minute. Donc ça, les cobayes ou cochons d'Inde, c'est la même chose, savent faire. Donc voilà, on a fait ça. On a mesuré avant l'exposition, 4 heures après, 24 heures après, 48 heures après et 7 jours après. Et pour certains animaux, on a recommencé. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, pour la partie musique naturelle, rien. C'est-à-dire que les animaux, 4 heures à 102 décibels, à la fin, ils ont une toute petite trace de fatigue auditive, et le lendemain, il n'y paraît plus rien. Tout est rigoureusement normalisé. L'oreille ne subit aucune fatigue résiduelle, la boucle réflexe cérébrale marche parfaitement bien, les animaux sortent indemnes, et conclusion intéressante, c'est que le décret d'août 2017 est protecteur. Parfait, c'est exactement les bonnes doses, il n'y a rien à dire, on le respecte, les gens sortent en bon état. L'audition, j'ai oublié de le dire, des cochons d'Inde et l'audition humaine sont très très proches. Si j'avais pris des souris, elles n'auraient rien entendu du tout parce que leur audition commence au-dessus de 4000 Hz. Alors, ce n'était pas très intéressant. Et quant à transposer la musique humaine à des souris, ça nous paraissait stupide et pas crédible. Bon, alors, les musiques surcompressées, alors là, contraste majeur. À 4 heures, on ne voit rien, elles sont fatiguées. Au bout de 24 heures, la fatigue persiste. Pas l'oreille interne. L'oreille interne récupère parfaitement bien comme les autres, mais la boucle réflexe est écrasée et elle ne revient jamais. Au bout de 2 jours, elle ne revient pas. Au bout d'1 semaine, elle ne revient pas. Alors cette boucle réflexe est un marqueur, on l'a choisie parce qu'elle est facile à mesurer, mais quelque chose dans le cerveau, entre le noyau cochléaire et l'olive supérieure, si vous connaissez l'anatomie, ça peut vous parler, quelque part par là, il y a eu un clash, et si une voie ne fonctionne plus, peut-être d'autres voies ne fonctionnent plus non plus. Et c'est ça le problème. Les cochons d'Inde ne sont pas assez subtils pour qu'on puisse leur demander, mais ça pose problème. C'est-à-dire que cette absence de récupération veut dire 2 choses. D'abord, il s'est passé quelque chose, et ensuite, si on recommence, ça peut aller plus loin. Alors, on ne peut pas recommencer. Idéalement, on aurait voulu faire une exposition toutes les semaines pour simuler l'utilisateur d'une discothèque. On ne l'a pas fait parce que les cochons d'Inde vieillissent quand même assez vite et grossissent très vite et qu'on n'avait pas les lieux d'hébergement adaptés pour des cochons d'Inde âgés, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je m'en excuse auprès des amateurs d'animaux. On a sacrifié les animaux. On a regardé ce qui n'allait pas dans leur tronc cérébral, donc cette partie du cerveau. Alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé de circuit abîmé. Donc, il n'y a rien de visible. Au bout d'1 fois 4 heures, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelque chose de visible. Pour l'instant, il n'y a rien de visible. Mais la question reste entière. Qu'est-ce qui a été abîmé et qu'est-ce qu'il en sera si on répète cette exposition de manière régulière, on va dire. Donc on pousse un cri d'alarme. Alors, on a eu des plaintes de professionnels qui utilisent des plateformes non pas de musique, mais de paroles compressées, donc des plateformes de visioconférence, parce que leur travail a trait à la visioconférence.
et qui se plaignent pour être exposés à des niveaux de 75 décibels et non pas 102. Alors, ça rejoint notre impression subjective, mais là, Christian va nous en dire plus. Le problème n'est pas un problème de niveau. Nous, ce qu'on a, pour terminer sur le modèle animal, on a un modèle animal de souris, malheureusement, qui n'est pas adapté à cette étude-là, mais les souris fatiguent leur système auditif nerveux, donc fatiguent leur cerveau auditif en quelques minutes d'exposition parce qu'elles sont dépourvues génétiquement d'un facteur qui nettoie les cellules lorsqu'elles travaillent beaucoup. Un peu comme nos muscles ont besoin de cellules qui nettoient les toxines. Si vous avez fait un marathon hier, aujourd'hui, ça fait mal parce que le nettoyage est en cours. Et donc, notre système auditif a besoin de nettoyeurs. On les a identifiés. Nous en avons tous. Si nous n'en avons pas, nous fatiguons au bout de quelques minutes. Et donc, peut-être ces nettoyeurs sont-ils débordés. C'est notre hypothèse, quoi. Alors, pour le voir, c'est très compliqué. Donc, plus de travail sera nécessaire. Oui, donc tu n'as pas utilisé le terme que tu utilises souvent, qui est le terme de réflexe stapédien. C'est un réflexe très important qui permet justement à raidir justement ces muscles de l'oreille moyenne d'ailleurs, de manière à éviter que le son rentre de manière outrancière. C'est ce qui se passe quand on a une personne qui est en face de nous ou derrière nous. Le coup de feu qu'on entend derrière ou devant, il n'est pas le même, effectivement, selon qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Et ça c'est tout à fait... Alors, c'est une première, c'est la première fois, tu peux le dire, au niveau international, qu'on fait une découverte de ce type-là, quand même, non ? Les normes de protection se basent sur la règle dite isoénergie. Donc, l'isoénergie, évidemment, les deux catégories de cobayes, on avait mesuré l'énergie pour que la dose soit exactement la même. Donc, comme le niveau était un peu plus fort pour la musique surcompressée, on l'avait baissé d'autant. Les deux groupes d'animaux ont reçu exactement le même nombre de watts, exactement. Et le dogme depuis que les normes existent, c'est que c'est le nombre de watts reçus sur une période équivalente de 8 heures qui anime les normalisateurs. Donc, du moment que vous recevez la dose prescrite et pas plus, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Donc ça, c'est révolutionnaire parce que c'est un caillou dans la chaussure des normes. Oui, et puis même du décret. Et du décret, dans la mesure... on vous dit dans le décret, reposez-vous les oreilles au bout d'un certain nombre d'heures. Et Paul me disait l'autre jour, mais c'est trop tard. C'est trop tard, tout simplement parce que c'est... Intrinsèquement, c'est la musique elle-même qui est en cause. C'est effectivement ce manque de respiration, ce manque de dynamique sonore qui est précisément en cause. Et ces fameux micro-silences qui nous manquent pour que l'oreille puisse se régénérer, tout simplement. Vu d'une manière tout à fait, sans rentrer dans les détails, physiques ou médicaux, on sent bien, et l'impression qu'on avait, et ce sensation, j'en discutais avec plein d'ingénieurs du son et de sonorisateurs, on avait cette impression-là, et là on est en train de démontrer scientifiquement qu'il y a bien un problème derrière tout cela. Alors, je tiens à vous dire depuis 2000, on avait aussi avancé avec l'invention du DBLU, que vous connaissez aussi, qui était aussi une autre manière de contrecarrer le problème. Donc, quand on a vu ça, le CSA a travaillé aussi avec nous avec toutes les chaînes de télévision, de radio et l'ITU au niveau européen pour développer ce DBLU, qui est Loudness Unit, qui nous a permis effectivement de régler le problème de certaine manière, enfin, minimiser en tout cas ces différences de niveau. Mais on parlait là uniquement d'un point de vue esthétique. On n'était pas du tout sur un problème d'écoute et sanitaire. Donc voilà ce qui est important de dire. Je sens que tu veux prendre la parole. Voilà, merci. Ça rejoint totalement les propos du premier webinaire qui s'est déroulé sur la musique enregistrée, la qualité de la musique enregistrée. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a pris des habitudes d'écoute avec cette musique enregistrée qui, petit à petit, au fil des années, s'est déclinée dans la musique live, en fait. Et du coup, ce phénomène de surcompression, on le retrouve, et de manque de respiration et d'impact, effectivement, sur nos organismes,
on le retrouve dans l'ensemble de la musique, de ce qu'on écoute aujourd'hui. Et c'est en cela où on voulait poser ce constat aujourd'hui et se questionner. Et ça va être tout l'objet de cette rencontre qui va suivre, donc, qui va être animée par Valentin Boilet. Mais d'abord, je voudrais vous remercier tous les deux pour vos interventions et vos éclairages. Et vraiment, alors si vous avez des questions, parce qu'on va être un petit peu en retard sur le timing, donc je ne vais pas prendre de questions maintenant, mais je pense que Christian Hugonnet va rester un petit peu avec nous et vous pouvez de toute façon nous transmettre vos questions si vous en avez, que nous ferons passer au professeur Paul Avant sans problème.